Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Ries, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Stéphane Renard. Après une formation initiale dans la biologie, il poursuit ses études jusqu'à passer un doctorat en géologie. Stéphane nous parle aujourd'hui de son activité atypique de glypticien. Et oui, c'est de la gravure sur pierre gemme. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Benoît. Bienvenue dans ce podcast, le Club des Gemmes. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Merci. Écoute, alors moi c'est Stéphane Renard. Je suis, en quelques mots rapidement, je suis lapidaire et glypticien. On aura le temps d'y revenir après. Et je suis aussi géologue et géochimiste de formation. D'accord. Justement, oui, on va revenir dessus et puis on va commencer par parler un peu de ton parcours professionnel. Et ce qui t'a amené jusqu'à ton activité de glypticien, quoi. Alors, si on va vraiment jusque style les années lycée, quoi, à ce moment-là, est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire après le bac ? Tu avais déjà des idées bien précises ou pas vraiment ? Non, moi je dirais qu'au lycée, alors bon, en fait, on va dire ça comme ça, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par les cailloux. Je dirais les cailloux en tout genre, parce que je les ramassais des tout petits, j'en ramassais plein. Je faisais craquer les poches de mon pantalon. Voilà, je me faisais engueuler de temps en temps, parce qu'il y en avait toujours dans le pantalon quand ça allait dans la machine à laver, tu vois le genre. Oui, très bien. Mais j'avais pas encore l'idée de faire de la géologie ou de la gémo ou quoi que ce soit dans ce milieu-là. J'étais plus parti sur la bio à l'époque. Et donc du coup, au lycée, je me suis orienté sur une prépa bio, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et au départ, c'était pour faire une grande école d'agronomie en France, quoi. D'accord. Et donc là, c'est loin de la géochimie, quoi. Alors là, alors on est loin de la géochimie, hein, clairement, et de la réactivité minérale. Déjà, on est loin de la géologie. Oui. Et donc du coup, en fait, la géologie, moi, je l'ai découverte, je l'ai redécouverte parce qu'on la découvre au lycée, mais c'est pas de la géologie forcément qui va te passionner, parce que t'as pas forcément des profs passionnants déjà de base, et donc ils sont pas forcément passionnés par la géologie. C'est un peu la dernière roue du carrosse, hein, je dirais, pour les profs de bio. Et par contre, en prépa, moi, j'ai vraiment découvert la géologie, c'est-à-dire à la fois la théorie, mais à la fois la pratique. On faisait des TP, on a fait des sorties sur le terrain pour aller voir les volcans d'Auvergne, pour aller regarder telle ou telle formation géologique. Et du coup, je me suis dit, c'est vachement cool, en fait, bien plus que juste les minéraux. Et en fait, c'est de là que tout est parti. Ok. Ouais. Donc là, tu as creusé après la géologie. Ouais. Après, j'ai creusé la géologie et donc du coup, j'ai fait une école directement en lien à ça, hein, parce que puisque j'étais en prépa bio géol, en fait, il y avait des écoles spécialisées dans tout le domaine des ressources du sous-sol et de la géologie. Donc j'ai pu accéder à l'École nationale supérieure de géologie de Nancy. Et donc j'ai fait mon cursus ingénieur en 3 ans là-bas, derrière ma classe prépa. Ok, ouais. Donc là, voilà. Là, tu étais ingénieur en géologie, sans spécialité, c'est un peu généraliste, c'est ça ? Alors, pas vraiment, parce que en fait, au cours de ces 3 ans, tu vas devoir choisir quand même des filières. En tout cas, alors les filières ont un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait 2 grandes filières. Il y avait la filière ressources et la filière eau environnement. Bon, moi, je me suis pas tourné vers la filière eau environnement, directement dans la filière des cailloux. Oui. Et après, ça, c'était la 2e année. Donc, la première année, c'est un tronc commun où tout le monde fait un peu de géol, un peu de tout. Et après, donc la 2e année, tu te spécialises déjà. Et ensuite, à la 3e année, tu pars en option.
Et donc là, c'est vraiment encore plus spécifique. Il va y avoir les mines, à l'époque, il y avait l'option géologie pétrolière, qui est l'option ingénierie de réservoir. Ok. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Quel a été un peu ton parcours, voilà, avec ton diplôme en poche, quoi? Alors avec mon diplôme en poche, je me suis pas arrêté là mes études parce que à l'époque c'était un peu finir dans une grande boîte pétrolière et j'avais pas envie à ce moment-là d'y rentrer en tant qu'ingénieur. Donc j'ai continué sur une thèse derrière avec l'université de Nancy et donc je suis resté à Nancy. Faut dire que le coin me plaisait aussi, c'était sympa. Moi je suis pas resté que pour ça quand même, mais et donc j'ai fait une thèse où là justement j'ai travaillé la géochimie parce que donc il faut savoir aussi qu'en parallèle de mon école d'ingénieur, j'ai fait un master et donc j'avais des stages à faire et j'ai fait mes stages dans un labo qui est aujourd'hui le labo Géoressources à Nancy et où j'ai développé mes compétences en géochimie, c'est-à-dire en réactivité minérale. Et donc du coup, j'ai continué avec ce labo pour faire ma thèse. Une thèse qui a été orientée réactivité minérale, puisque j'ai travaillé sur le nom très pompeux de ma thèse, c'est le rôle des gaz annexes dans l'injection du CO2 et donc c'est implication sur un site de stockage qui est dans le sud de la France. C'est toujours un petit peu difficile les noms de thèse. Oui, c'est toujours compliqué. Alors pour faire simple, je regardais aujourd'hui tout le monde sait à peu près ce que c'est que le stockage géologique du CO2 puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Enfin en tout cas la séquestration du CO2. L'idée c'est de prendre le CO2 à la sortie des usines, de le traiter et puis de l'injecter en sous-sol dans différentes structures géologiques. Et en fait le CO2 n'est pas forcément pur. Tu peux avoir des impuretés qui sont associées, notamment des gaz qui peuvent être réactifs comme le SO2, le N2O, enfin les SOx et les NOx, typiquement ce qu'on entend. On voit très bien puisque ça détériore nos jolis monuments. Donc c'est des gaz très réactifs, très acides. Et donc l'idée c'est de regarder cette implication et de voir si eux étaient pas plus réactifs, même en termes d'impureté, que le CO2. Ok. Bon, on va pas trop approfondir tout ce qui est recherche. Non, ça pourrait intéresser des personnes, mais je pense qu'on va en perdre quelques-uns quand même. Donc, il y a des chances. Donc, je me disais après, qu'est-ce qui a fait le déclic? On va peut-être faire un saut dans le temps, mais qu'est-ce qui a ensuite fait un peu le déclic pour ton activité de glypticien, sans pour le moment trop dire ce que c'est, mais qu'est-ce qui a fait le switch, quoi? Parce que là, tu avais une thèse de doctorat. Le switch, tout à fait. Thèse de doctorat. Donc après, j'étais embauché à l'IFPEN, qui est l'ex-Institut français du pétrole, qu'il ne faut plus appeler comme ça aujourd'hui. Et donc du coup, j'y ai passé 10 années à faire de la recherche du développement. Et puis à côté de ça, je collectionnais des minéraux. Et puis en fait, il arrivait à un moment, peut-être c'est la fin de la crise de la trentaine, peut-être que c'est le début de la crise de la quarantaine. Allons savoir. Il fallait que je change quelque chose, quoi. Donc j'ai changé pas mal de choses dans ma vie à ce moment-là, et notamment le côté d'arrêter d'être un puriste de géologue minéralogiste qui considérait qu'il ne fallait absolument pas toucher aux cailloux, qu'il fallait les garder naturels, à commencer à les tailler en fait. Oui. Et donc en fait, si tu veux, c'est un déclic qui est arrivé il y a du coup maintenant il y a quelques années. Et je me suis mis en fait à acheter un premier caillou qui était une ammonite noire de Madagascar et que j'ai taillé avec ma Dremel, vraiment dans mon petit atelier avec les moyens du bord. Pour le polissage, c'est pareil, c'était les outils Dremel et puis je l'ai monté et je fais un bijou. D'accord. Et puis en fait ça m'a plu, puis ça a plu aussi, et puis du coup fil en aiguille, je me suis formé en autodidacte sur cette partie-là, sur toute la taille libre de pierre. Oui. Et puis ensuite la glyptique est venue dans la suite. Ok. Et on a discuté aussi un peu avant, et tu me disais que tu faisais de l'enseignement aussi en bijouterie. Et je me demande un peu, là, dans ta vie au quotidien, comment tu arrives à concilier tout ça, quoi, parce que t'as plein de casquettes, quoi. Ton métier de chercheur, travail d'artisan, glypticien, même l'enseignement en bijouterie.
Écoute, je ne dors pas beaucoup. J'ai pas forcément beaucoup de soirs et de week-ends de libre, au grand désarroi de certains ou certaines, je dirais même. Oui. Voilà. Pareil, quand j'ai une partie de mes vacances qui passe aussi. Hein. Donc effectivement, il faut être passionné hein, pour faire tout ça, parce que sinon. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est la passion qui va animer tout ça. Oui, je comprends. Ouais. Et si tu veux, on va parler un petit peu maintenant de ton entreprise, donc la Renardière, si je me trompe pas. Mm-hmm. Je vois que ton univers, il est vraiment atypique, avec des gemmes déjà à la base qui sont de belle qualité, et aussi après tu vas les sublimer avec la technique de la glyptique. Et bon, là, on utilise ce mot-là là, plusieurs fois déjà, et puis donc est-ce que on pourrait commencer à en parler, donc et que tu pourrais me dire un petit peu c'est quoi cette technique, et puis d'où elle vient, en quoi elle consiste un peu, quoi. Alors la glyptique, elle vient du mot grec glyptos, qui est l'art de graver la pierre. Donc en fait c'est un art ancestral hein, qui vient, qui aujourd'hui les premières traces viennent de la Mésopotamie, donc il y a moins 4500 ans. Il est bien possible que ça ait commencé avant, mais en tout cas les traces restantes, les premières sont celles-ci. Et c'est en fait toute la technique des camées et des intailles. Donc c'est-à-dire venir graver un décor, donc ça peut être un personnage, ça peut être un paysage, ça peut être quelque chose d'abstrait, en relief négatif, ça c'est les intailles. Donc je vais avoir une surface plane et je vais venir graver en profondeur mon décor. Et ou en relief positif, où là c'est les camées. Donc je vais avoir mon décor qui va être en relief sur le fond de ma pierre qui va être descendu. D'accord. Et donc cette technique, en fait, elle existait même avant. Enfin, c'est un peu lié au métier de lapidaire quand même. On est d'accord? Alors c'est lié au travail de la pierre, mais c'est vrai qu'on fait une différence entre le lapidaire et le glypticien, puisque le lapidaire va travailler la forme globale de la pierre, alors que le glypticien va travailler vraiment la gravure, donc le motif qui va être sur la pierre. Et du coup, alors, il va y avoir des choses similaires hein, dans les outils ou en tout cas je dirais dans les consommables qu'on va utiliser, dans certaines techniques, la connaissance de la pierre aussi, mais par contre les techniques vont être différentes. Ok, donc c'est pas plus de précision, parce que le lapidaire, il va aussi avoir de la taille de précision, mais c'est plus, comment dire, esthétique, ouais, c'est plus le motif, donc voilà, la frontière, elle est quand même un petit peu fine, non? La frontière est fine dans le sens où on travaille. Alors, je dirais qu'il y a une frontière fine dans le sens où on travaille la pierre et qu'on est précis. Donc, il y a un travail de précision qui peut être de la centaine de microns pour chacun. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille au centième. Mais Ouais. le type de travail est complètement différent. Parce que sur un travail de lapidaire, même libre, ça va être vraiment de travail de formage, de taille, mais ça va être des pièces qui vont, par exemple, des inserts qui vont se mettre dans une bague. Bon, tout ça, faut que ce soit ajusté. Maintenant, la glyptique, c'est vraiment du travail de micro-gravure, voire micro-sculpture. Donc, c'est vraiment différent, en fait. Autant dans le lapidaire, on va tailler des formes, qui peut être très compliqué à faire, très ajusté. Autant dans la glyptique, c'est vraiment graver des décors. D'accord. Bon, moi, c'est clair. Donc, c'est vraiment plus le côté décor. Enfin, dessin, c'est pas dessin, mais voilà, d'avoir une forme particulière, un peu non géométrique, on va dire. Parce que vraiment, le lapidaire, il va faire les facettes. Il va principalement travailler sur des facettes, sur des surfaces planes, en fait. Alors ça dépend, parce que si tu veux, c'est pareil en lapidaire, c'est compliqué, c'est que t'as deux types de métiers lapidaires. Tu vas avoir le lapidaire de facette. Alors après, t'as des lapidaires qui font les deux. Mais t'as le lapidaire de facette, tu vois, dans les grandes maisons, tu vas avoir deux types de lapidaires. T'as le lapidaire qui va faire la facette. Donc pareil, c'est un métier très précis. Il faut connaître l'orientation de tes facettes, que tu connaisses les diagrammes de différentes facettes, comment tu les fais, etc. Et tu vas avoir le lapidaire qu'on appelle de Touret. En fait, c'est le lapidaire de taille libre qui va faire, tu vois, par exemple, sur des bagues, tu peux avoir des inserts en onyx. Tu vois, un anneau d'onyx qui se met autour d'une pierre centrale, par exemple. Ça, c'est le lapidaire de Touret qui va faire ce travail-là.
Et donc, c'est Ok. pareil, c'est une pièce qui est pas forcément facettée, mais c'est une pièce qui va être ajustée. Et donc, du coup, il y a des ajustages micrométriques à faire pour que la pièce rentre dans l'espace Parfaitement, qui quoi. lui est Mm. réservé. Ouais, tout à fait. Et donc toi, tu fais aussi un petit peu de lapidaire ou donc toi, au départ, ta pierre, elle viendra d'un lapidaire, elle est déjà facettée en fait. Bah écoute, ça dépend. Disons que le cœur du métier, en tout cas, la plupart des choses que je fais, ça va être la gravure, donc vraiment le côté glyptique. Mais il m'arrive aussi d'avoir à travailler des pierres, donc faire des facettes. Alors surtout quand je veux préparer mes pièces pour avoir des réflexions particulières. Donc là, il faut que je fasse des tailles à facettes dédiées, parce que c'est pas des tailles à facettes classiques. Et bah pour certaines pièces, j'ai la pierre à tailler avant de pouvoir attaquer la gravure, pour pouvoir préparer la pierre, hein, tout simplement. Donc je fais de l'ajustage aussi sur œuvre, parce que c'est aussi pour des pros. Voilà, donc je fais un peu de tout en fait. Ok, ok. Et donc toi, en tant que de clipticien, t'es avant tout un artisan, quoi. C'est un travail d'artisanat. Et bah là, j'aimerais que tu me parles un petit peu de décrire la création dont tu serais la plus fière, une création qui t'a particulièrement marqué pour une raison ou pour une autre. Ok, bah écoute, moi j'en définirais deux actuellement. Ok, Pas une parce que je les mets au même niveau. Il y en a une que j'ai sous les yeux là d'ailleurs. C'est une pieuvre que j'ai gravée dans un cabochon de topaze. ouais, Et si tu veux, ce qui est génial, c'est que la pieuvre, quand tu bouges le cabochon, t'as l'impression qu'elle est vivante et qu'elle est piégée dans une goutte d'eau. waouh, Et donc c'est vraiment sympa. Et en fait, ça c'est une pièce qui pour laquelle j'avais pas le visuel puisque je grave, si tu veux, le dessin sur la base du cabochon. Et donc je vais faire tout le dessin avant de retourner. Alors, après, je retourne quand même de temps en temps pour voir, gérer les volumes, enregistrer, parce que il faut savoir que la glyptique, alors si je peux préciser, c'est que la glyptique jusqu'à présent, elle se faisait de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on faisait ça sur la surface supérieure de la pierre, donc ça peut être la table ou face d'un cabochon plat. Donc ça, c'est les entailles et les camés, c'était toujours le même principe. Mais depuis quelques années, euh, certains créateurs ont lancé la mode de l'entaille sur la culasse. Donc, on peut faire, si c'est des pierres facettées, on va faire une culasse plate ou attaquer directement dans la culasse. Et sur des cabochons, on va faire pareil sur la culasse du cabochon. Et après, on a un effet loupe sur oui, la gravure qu'on va posséder. Donc tu fais ton entaille en relief négatif sur la base et puis ensuite une fois que tu as assez avancé, tu retournes ton travail pour voir où ça en est. Et effectivement, la première fois que j'ai retourné la pierre, je fais waouh, c'est magique parce que du coup ça donne vraiment vie à l'animal à l'intérieur. ouais. Et en plus d'être en relief négatif, enfin, si je me trompe pas, c'est aussi en miroir. C'est-à-dire que tu retournes, donc c'est pas simple. Là, il faut se projeter. Quand tu le fais au dos, là, ce qui est à droite, ça va tomber à gauche, quoi. Ouais, tout à fait. Exactement. Mais c'est en fait ça c'est si tu veux, c'est un truc qui existe aussi dans les entailles depuis le début parce que il faut voir que les entailles ont toujours une vocation à deux buts. Un but, bon, bah, c'est le but ornemental de porter ton bijou, afficher que tu es d'un certain standing ou que tu as voilà des affiliations politiques ou autres, tout dépendait des époques ou religieuses. Hein. Mhm. Et la deuxième utilité, c'est d'apposer son sceau. Donc ça veut Ouais. dire que on prend la bague, on la retourne et puis on applique soit dans de la glaise, soit dans de la cire. On va apposer la marque qui est en relief négatif et du coup tu vas l'avoir en relief positif. Mais du coup en faisant ça, tu retournes ta pièce. Donc Oui. effectivement, tu as les côtés, tu as deux choses à travailler sur l'entaille, c'est penser en relief positif alors que toi tu travailles en relief négatif. Donc tu es vraiment à l'inverse. Donc il faut aussi que tu réfléchisses à ce que tu fais pour que ce soit devant ensuite quand tu retournes ou quand tu appose ton seau. Donc ça va être généralement ce que tu fais en dernier, puisque ça va être ce qui est plus profond.
et le fait que la gauche passe à droite. Oui. Et ça, c'est pas forcément le truc auquel on pense toujours. je me suis déjà fait avoir. Hein. Notamment quand tu apposes un nom, tu commences à l'écrire normalement, et puis tu fais ah oui, mince, je vais le retourner, ça va pas aller. Faut l'écrire à l'envers, quoi. Ouais, donc oui, il y a quand même une gymnastique assez complexe, quoi. J'imagine à prendre en main au début. Oui, il y a ça. Puis alors en fait, ce que tu fais, c'est que tu parlais de dessin. Alors certaines pièces, je vais les attaquer direct parce que c'est pas très complexe. Mais pour d'autres, je vais d'abord passer sur le dessin. D'accord. Donc je passe sur le dessin, grande taille, puis ensuite à l'échelle 1-1. Donc je vais faire vraiment des miniatures de dessin pour sentir comment placer les traits, pour ensuite pouvoir commencer à travailler la pierre, savoir à quel endroit il faut que je mette tel motif, etc., etc. Ouais, ok. Et là, tu pourrais dire peut-être plus précisément, c'était quoi les défis à relever là pour la pieuvre, par exemple. C'était quoi ce sur quoi peut-être t'as buté, ou qu'est-ce qui était particulièrement difficile? Les défis à relever, je dirais que en fait, comme c'est une des pièces qui est très en volume, c'est vraiment la recherche de la 3D. Ouais. C'est savoir à quelle profondeur il faut que je descende pour avoir un effet 3D en fait dans l'effet. Savoir comment je vais creuser une tentacule pour qu'elle ait un effet aussi pareil, une tentacule qui va être pliée, dépliée, qui va se relever, et que tout ne soit pas à la même hauteur. Réfléchir où est-ce que je place les différents éléments, notamment les ventouses par exemple sur les tentacules. Donc il y avait tous ces défis là. Ouais, non mais je peux qu'imaginer, parce que je pense que c'est par la pratique qu'on se rend compte de la réelle difficulté de tout ça. Oui, c'est ça. Et je dirais qu'on en apprend tous les jours dans ce métier. Ouais, non, ça c'est clair. Et tu parlais aussi d'une deuxième création dont tu voulais parler? Ouais, tout à fait. La deuxième création, donc là, on change d'univers gémologique parce que on passe sur les gemmes organiques. Donc, j'ai taillé de la nacre et j'ai pu avoir une belle pièce de nacre blanche dans laquelle j'ai taillé un serpent, mais cette fois-ci en camé. Donc, on a vraiment un serpent enroulé. Et du coup, pour lequel j'ai travaillé, où j'ai la descente du relief autour du serpent. Et donc, du coup, c'est un tout autre travail, puisque là, au lieu de travailler directement la forme, tu travailles autour. Et donc, c'est d'autres réflexions sur la 3D, savoir à quel moment tu descends, qui est le dessin et quel détail tu vas faire à quel moment aussi. Ça, c'est important. C'est une pièce qui m'a pris énormément de temps pour réaliser cette pièce. C'est là qu'on se rend compte on comprend pourquoi des camés sont beaucoup plus chers que des entailles. Ouais. Tu peux rajouter un 0 derrière en termes d'heures presque. D'accord. Ouais, là, j'imagine là pour la nacre, ce que je voulais dire, c'est que c'est de faible ténacité aussi, donc ça doit être friable, ça doit être une galère quoi à graver. Ou pas du tout? Alors, tu vois, moi je dirais que, tu vois, en termes, c'est là où il y a aussi une grande différence entre le monde du lapidaire et le monde de la glyptique. C'est que en glyptique, comme tu fais de la microsculpture ou de la microgravure, en fait, t'es pas obligé d'aller vite, t'es pas obligé d'appuyer fort, et en fait, tu vas avoir moins de contraintes parce que à chaque fois, c'est des gravures. En tout cas, tu fais de l'abrasion, mais très locale, contrairement au lapidaire où justement tu vas être très embêté sur certaines pierres, sur certains matériaux, parce que ça peut cliver, parce que ça peut s'effriter, etc. Sur la glyptique, en fait, t'es beaucoup moins ennuyé par ça parce que tu travailles plus localement. Tu vois, j'ai travaillé sur des émeraudes, j'ai travaillé sur des fluorites, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça du point de vue de la gravure. La nacre, ça s'est très bien passé en fait. C'est presque un matériau parfait pour faire ça. Tu vois, on peut même le travailler. Au début, tu travailles avec des outils diamantés ou de la poudre diamant et des outils spécifiques, mais tu peux finir à l'échoppe par exemple. Tu vois, donc c'est vraiment agréable pour ça. Ouais, en fait, il y a beaucoup aussi de camés qui étaient dans des coquillages initialement. Ouais, tout à fait, ouais.
Donc justement, tu commences à parler un peu de pierre, et puis dans la troisième partie de cet entretien, je voulais aborder un peu plus les pierres, qu'on parle des pierres les pierres qui te parlent, qui te font vibrer, quoi, celles que tu aimes particulièrement. Et c'est vrai que là, tu as commencé à en parler, mais j'avais une petite question sur tes premiers souvenirs d'enfance liés aux pierres. Donc là, tu parlais des cailloux, tes poches pleines de cailloux, mais est-ce qu'il y avait aussi des pierres en particulier? Tu te souviens peut-être d'une pierre qui te reste encore maintenant? Écoute, ouais, moi je dirais deux ou trois pierres, si tu veux. Quand je me baladais comme ça avec mes parents, je ramassais toujours les pierres, et je me souviens de deux fois où j'avais trouvé une fois un petit cristal, une petite dalle, une petite plaque de nappé de petits cristaux de quartz. Donc ça, c'était super chouette. Sa première trouvaille, c'était chouette. Et après, j'avais trouvé une calcite brune aussi, dans le Périgord. Un beau morceau de calcite brune, c'était super chouette. Et puis je m'étais rendu compte en plus que quand on tapait cette calcite, elle se coupait en petits parallèles qui étaient super jolis à l'époque. Je ne savais pas encore que c'était des clivages, si tu veux, mais je disais, waouh, il y a des cristaux à l'intérieur des cristaux. C'est chouette, t'avais déjà l'œil bien aiguisé pour trouver tout ça, quoi. Ouais. Bon, après, quand j'étais jeune, j'en ai pas trouvé trop, puis j'ai pas eu trop l'occasion non plus dans mon secteur, tu vois, d'accéder à des clubs de géologie passionnés comme il peut y avoir à différents endroits. Mais bon, ça m'arrivait, quoi, quand même, de trouver quelques trucs, c'était sympa. Déjà, ces quelques cristaux dont tu parles, moi je trouve ça chouette. Moi, ça m'aurait bien plu, enfant, de tomber sur ça. Hein. Dès que ça brille et que ça fait briller les yeux aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, aujourd'hui, on va trouver bien mieux, mais. Non, oui, c'est sûr. C'est pas mal pour l'époque. Et par rapport là, à ton travail maintenant, est-ce que. quelles sont les pierres avec lesquelles tu as travaillé? Là, tu parlais de topaz et puis de nacre, mais est-ce qu'il y a des pierres particulièrement avec lesquelles tu vas travailler ou tu aimes travailler? Ou pas forcément? Alors moi, j'aime vraiment travailler avec toutes les pierres. Alors je dirais toutes les pierres, je mettrais un astérisque pour faire de la glyptique. Alors d'un point de vue lapidaire, toutes les pierres dont on n'a pas l'habitude, mais sur le point de vue de la glyptique, ça va être toutes les pierres qui vont avoir une couleur uniforme. Ok. Je m'explique par là, parce que tu vois, j'ai déjà essayé de faire une entaille dans une serpentine. Donc l'entaille a beau être très jolie avec un super détail, mais en fait on la voit pas par le fait que ma serpentine elle est multicolore. T'as du blanc, du vert foncé, du vert clair en bande à l'intérieur, et du coup tu vois pas le détail. Donc en fait, je dirais que j'aime beaucoup toutes les pierres. Après, j'ai une pierre de prédilection. J'ai beaucoup travaillé avec les topazes. J'aime beaucoup les topazes. Alors tout simplement parce que c'est aussi celles qui sont les plus faciles à avoir, tout en n'étant pas trop chères. Oui, d'accord. Je compare par rapport à des tourmalines. J'aimerais bien travailler dans le même volume dans des tourmalines, mais bon, pas forcément accessible. Et puis la nacre pour voilà, c'est ça. Ouais. Puis la nacre pour les camés, c'est chouette. C'est vraiment agréable, quoi. Tout ce qui est carbonate organique, c'est chouette, quoi. Et au contraire, est-ce qu'il y en a certaines que tu vas absolument éviter, qui sont pas impossibles, mais très difficiles, quoi, à graver? Non, pas spécialement. Pour la glyptique en elle-même, il n'y a pas grand-chose dans lesquels tu peux pas faire. Alors le gypse, par exemple, on va éviter. Ok. Oui, ok. C'est beaucoup trop tendre. Oui. Les matières très très tendres, donc ça marchera pas. Ouais. Ok. Le temps passe vite. On va devoir déjà bientôt terminer cet entretien. Et pour finir, je voudrais te demander est-ce que tu aurais un livre à recommander qui te plaît particulièrement? J'imagine que tu aimes les livres, je sais pas pourquoi, mais qui peut être lié à cette technique de la glyptique, par exemple, vu que c'est une technique quand même assez rare. Y a peut-être des beaux livres là-dessus, ou alors un livre qui n'a rien à voir et que tu aimerais recommander.
Si je peux recommander un livre sur la glyptique, il y a le livre qui s'appelle Kamehameha, l'art des pierres gravées de Philippe Malguir. Je dirais ça comme ça. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais et qui est édité par Gallimard et l'École des Arts Joailliers en même temps. Ok. Et qui en fait retrace dans un petit livre qui se lit très vite, assez rapidement, toute l'histoire de la glyptique des temps anciens au début du 20e, quoi. Ouais, super. Ouais. Ça, ce serait le bouquin lié à la glyptique. Après, si c'est un bouquin de cœur, là, on n'est plus sur de la glyptique, mais sur de la Gémeaux. C'est le dernier livre sur les émeraudes qui est incroyable. Mais je pense que tu dois le connaître. Oui, je connais. Ouais, je l'ai acheté aussi. Il est incroyable. Par tous les détails, la quantité d'informations énorme. Enfin, c'est ça. C'est chouette. Puis la petite anecdote, c'est que j'ai un ami à moi qui était en thèse en même temps que moi, qui a son article à l'intérieur, donc c'est chouette. Ah, sympa, sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de chapitres et il y a plusieurs contributeurs, non, dans le livre. Ouais. Donc non, c'est un très beau livre aussi pour les personnes qui sont plus Pierre. Pierre, ce livre émeraude. Je mettrai toutes les infos là de ces deux livres en bas de cet épisode. Et puis voilà, je voudrais te remercier, Stéphane, pour tous ces échanges. Et puis je te dis à bientôt. Écoute, merci à toi pour cette occasion. Très bien, ça marche. Salut. Cet épisode est maintenant terminé. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles, ça permettra d'améliorer sa visibilité. Pour en savoir plus sur les pierres gemmes, je propose des formations 100% en ligne à suivre en autodidacte ou bien en accompagnement individuel. Ce serait comme avoir un gémologue avec vous à la maison. Ça vous dirait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.